Bon, ben alors on y va. Alors j'avais commencé donc, puisque cette conférence se tient en 2 temps, l'intitulé de la conférence c'est à l'ordre du jour une double transition écologique et sociale, point d'interrogation. Ce qui voulait dire que cette double transition est à l'ordre du jour, mais est-ce que on va se donner les moyens dans la durée d'y répondre? C'était la justification du point d'interrogation que j'avais posé. Donc, je vous l'avais dit, j'aborde cette question à travers trois moments, 3 chapitres. Chapitre 1, les orientations d'une politique de transition écologique et sociale. Chapitre 2, qu'est-ce qu'on peut penser des plans de relance qui constituent sans doute un premier tournant par rapport aux politiques antérieures qui étaient conduites en France et dans l'Union européenne. Et puis enfin, dernier point, la dette publique. Comment gère-t-on la dette publique? Parce que la dette publique, finalement, c'est la synthèse des politiques budgétaires et monétaires. Et la manière dont on va gérer cette dette publique, c'est en quelque sorte une forme de réponse à la question initiale. Donc, je vais revenir très rapidement sur les points que j'avais traités la semaine dernière. Donc le premier chapitre, les orientations d'une politique de transition écologique et sociale, comment on peut la caractériser. Et j'étais reparti d'un certain nombre d'enseignements, un certain nombre d'enseignements majeurs de la double crise sanitaire et économique que nous avons vécue ces 2 dernières années. Donc, je récapitule très rapidement ces enseignements. Les conséquences productives de la mondialisation, les conséquences productives et écologiques de la mondialisation, qui a fait apparaître une très forte dépendance par rapport à un certain nombre de biens, rappelons-nous les équipements médicaux, etc., mais aussi écologiques, puisque cette mondialisation, c'est l'éclatement des chaînes de valeur, et donc c'est des unités de production réparties dans le monde entier. Ça, c'était le premier enseignement, la dépendance liée à une forme de mondialisation développée depuis 30 ou 40 ans. Le deuxième point, c'était le deuxième enseignement, c'était les vertus de l'État social. L'État social on s'en est aperçu au moment de cette crise, n'est pas un coût pour la société, mais une ressource, et encore plus en temps de crise. Troisième point, c'était le surgissement de ce qu'on avait appelé les travailleurs invisibles, ou les précaires. Premier cercle, les travailleurs invisibles. Deuxième cercle, les précaires. Et qui fait remonter à la surface cette question très forte des inégalités. Le quatrième point, c'était le retard du vaccin français comme symptôme de l'insuffisance des dépenses de recherche-développement en France. Et le cinquième point, c'était l'accélération du capitalisme numérique à l'occasion de cette crise. Alors tous ces points-là que je viens d'énumérer, que j'ai un peu développé la semaine dernière, tous ces points ne sont pas nouveaux. Ce que cette double crise a révélé, c'est elle les a mis en évidence sous nos yeux, elle les a en quelque sorte réactualisés. Et donc, quand on liste ces points, eh bien, on se retrouve confronté à la nécessité de cette double transition écologique et sociale. On pourrait même rajouter transition aussi industrielle, tant, notamment en France, les symptômes de la délocalisation ont été extrêmement puissants. Alors, j'avais esquissé les axes de cette transition sociale et écologique. Donc je les rappelle très brièvement. Les axes de la transition sociale, c'est investissement dans les services publics qui ont été délaissés pendant de nombreuses années. L'hôpital public, l'éducation, la recherche. Le deuxième axe, c'est les politiques de réduction des inégalités qui se répartissent entre politique salariale et politique fiscale. Mais
ces politiques de réduction des inégalités, elles ont aussi une dimension européenne, puisque nous sommes dans un univers où, notamment européen, où règne la concurrence sociale et fiscale. Et puis, dans cet axe de la transition sociale, je mettais aussi en avant la nécessité d'une participation accrue des salariés, puisque non seulement parce qu'aujourd'hui le capitalisme actionnarial est ultra dominant, mais aussi parce que les mutations sociales et écologiques que nous allons avoir à affronter rendent absolument nécessaire une présence effective des salariés dans les différents lieux de décision. Les axes de la transition, c'est juste un rappel, hein, je refais pas la conférence de la semaine dernière. Les axes de la transition écologique, c'est les investissements massifs dans les économies d'énergie, dans les énergies renouvelables, etc. La remise en cause, au moins partielle, de l'éclatement des chaînes de valeur, notamment pour les activités futures. Je pense qu'on ne relocalisera pas tout ce qui a été massivement délocalisé depuis 20 ou 30 ans. Le développement d'une agriculture raisonnée, bio, économe en énergie, en engrais, en pesticides, des traités de juste échange et non pas de libre-échange. Voilà, donc ces propositions, elles sont assez facile, assez évidente à lister, surtout quand on a devant les yeux les enseignements de la crise dont j'ai parlé il y a un instant. Mais ces mouvements, on sait très bien qu'ils vont s'inscrire dans la durée. La transition écologique et sociale dont je parle, c'est une affaire non pas de 2-3 ans. C'est en ça, on verra tout à l'heure la limite des premiers plans de relance qui ont été effectués. C'est une affaire d'au minimum une décennie. Donc ces propositions, aussi bien sur le plan écologique que social, doivent être pensées dans la durée. Et donc penser dans la durée, ça veut dire accompagner de politiques monétaires et budgétaires qui sont en mesure de leur donner une consistance réelle. Donc c'est des politiques monétaires et budgétaires en cohérence avec ces objectifs. Donc politique budgétaire, c'est à la fois politique de soutien aux investissements et une certaine politique de fiscalité, tant au niveau France vers la progressivité qu'au niveau européen vers l'harmonisation. Et puis politique monétaire, c'est une politique qui va maintenir dans la durée des taux d'intérêt faibles. On voit bien, j'avais insisté là-dessus, mais ça on va y revenir encore longuement aujourd'hui, on voit bien que ces questions de politique monétaire et budgétaire, elles posent des questions éminemment politiques au sein de l'Union européenne, puisque notamment sur les questions fiscales et sociales, vous savez qu'à l'heure actuelle règne la règle de l'unanimité. Donc donc c'est des questions majeures. Hein. Voilà, ça c'était rappel du chapitre 1. J'avais commencé à traiter le chapitre 2. Le chapitre 2, on pourrait l'intituler « Comment ces nouvelles exigences écologiques, sociales sont-elles prises en compte ?» Et j'avais développé devant vous comment les politiques de relance qui ont été menées, qui sont menées depuis 2 ans au niveau européen et France, marque un tournant par rapport aux politiques antérieures. Alors, j'avais pas encore traité le plan de relance France, j'avais traité le plan de relance européen. Et je disais, ce plan de relance européen, dans un instant je vais en rappeler les termes et la manière dont il a été promu, ce plan, il marque un tournant par rapport aux politiques qui ont été conduites, notamment après la crise financière de 2008. Après la crise financière de 2008, je le rappelle, vous avez un traité qui s'appelle le TSCG, Traité de Stabilité,
coordination et gouvernance qui a été conclu en 2012, préparé par Sarkozy et conclu par Hollande. Et ce traité, venant après la crise de 2008, il tendait à, disons, durcir les normes antérieures qui dataient de Maastricht 92, du pacte de stabilité et de croissance de 97, et qui étaient le 3%, le fameux 3% de déficit. Et donc ce TSCG de 2012, il appelait à un retour à l'équilibre dans les 2 ans, à un équilibre budgétaire. J'avais avec vous essayé d'expliquer les conséquences extrêmement dures de ce plan qui s'est traduit par une réduction assez forte des dépenses publiques, notamment dans un certain nombre de pays. Rappelons-nous le cas symbolique de la Grèce. Et donc il a fallu quasiment 10 ans à l'Union européenne pour retrouver son niveau de PIB. Non, c'est pas inquiétant. Non, ça arrive. Avant, c'est d'accord. C'est où alors c'est un propos. Chaque fois qu'il y a un propos un peu dissonant, blanc. Ce traité de stabilité de 2012 a eu des conséquences assez drastiques pour les pays de l'Union européenne. Et donc le plan de relance qui a été mis en œuvre au niveau européen, c'est une rupture par rapport à cette politique de réduction des dépenses. C'est une rupture, et donc il faut le noter. Donc j'avais rappelé la gestation de ce plan de relance européen, donc qui naît. Ce plan de relance naît d'une proposition franco-allemande en mai 2020, une proposition qui vise à emprunter. Il y a 3-4 éléments clés dans ce plan de relance. Une mutualisation des dettes pour abonder le budget européen, une augmentation importante des transferts, une Union européenne de la santé et la révision des politiques de concurrence. Rien que l'énoncé de ces 4 termes montre que on est en rupture par rapport aux tendances antérieures de l'Union européenne. Et le point le plus sensible, c'est la mutualisation des dettes. C'est-à-dire que la proposition franco-allemande, c'est on emprunte en commun 500 milliards et ensuite ces 500 milliards vont être distribués sous forme de subventions aux États membres et donc seront remboursés en commun. Et ça, c'est une innovation très forte. Aucun traité ne permettait jusqu'à maintenant ce genre cette orientation politique là. Donc ça, c'est la proposition franco-allemande qui est reprise par la Commission européenne, qui en fait un plan de 750 milliards en maintenant les 500 milliards d'emprunts communs et de subventions aux États, et qui est discuté ensuite par les États membres avec une conclusion en fin juillet 2020. Et donc alors la négociation des États membres, j'ai un peu expliqué bien sûr, ça s'est traduit par un compromis qui était un peu en deçà de la proposition franco-allemande reprise par la Commission, puisque l'emprunt commun qui va permettre de distribuer les subventions aux États n'est plus de 500 milliards, mais de 390. Et il est complété par un système de prêts. Mais vous voyez, la différence entre l'emprunt commun avec des subventions et le système de prêts, c'est que les prêts sont remboursés ensuite par chacun des États. On n'est plus dans le cadre d'une dette commune remboursée en commun. Donc il y a quand même conclusion, alors avec des compromis, des contreparties, je reviens pas là-dessus. Et il y a une condition aussi, c'est que 40% des sommes de ce plan de relance européen devront être allouées à la transition énergétique. Et donc j'avais terminé sur ce plan la semaine dernière. Et j'avais noté un certain nombre de remarques
et qui renvoient les remarques qui renvoient au fameux point d'interrogation du début. Et on aura tout du long ce fameux point d'interrogation. J'avais noté l'insuffisance des fonds, 390 milliards, y compris par rapport à la première proposition franco-allemande. J'avais noté les conditions de remboursement qui sont pour l'instant, même si l'échéance des remboursements n'est pas ne commencera qu'en 2028. Il va falloir, puisque c'est l'ensemble des pays membres qui doivent trouver des recettes communes pour rembourser en commun cet emprunt. C'est bien ça la nouveauté. Donc il y a des propositions qui sont sur la table au niveau du Parlement européen, une taxe sur les transactions financières. Vous voyez les choses qui reviennent, alors que la taxe sur les transactions financières, on en parlait il y a 10 ans quasiment. Une taxe sur les géants du numérique, une assiette commune de l'impôt sur les sociétés, etc. Voilà. Ces propositions-là sont sur la table. Il faudra à un moment ou à un autre, trancher ces questions. Et la dernière interrogation que j'avais par rapport à ce plan européen, outre disons la modestie du montant concerné, c'était et après, puisque ce plan il est conclu pour 3 ans, et comme je vous l'avais expliqué la dernière fois et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, la transition écologique et sociale dont on parle, c'est une affaire de durée longue. Et donc, qu'est-ce qu'on fait après ce plan de relance de 3 ans? Voilà. On va retrouver le même questionnement quand on va aborder maintenant le plan de relance de la France. Donc le plan de relance de la France, il a été conclu en septembre 2020. Donc là, je rappelle que le plan de relance de la France, c'est un élément complémentaire du plan de relance européen que l'ensemble des pays de l'Europe de l'Ouest ont développé à la suite de cette double crise sanitaire et économique, ont développé des plans de soutien ou des plans de relance à l'économie, donc qui ont été d'ailleurs très importants aux États-Unis, qui avaient commencé avec Trump et qui ont été continués avec Biden. Donc la France n'est pas et l'Union européenne ne sont pas un îlot concernant les mesures de soutien et de relance. Donc quel est le plan français? Le plan français, c'est un plan de 100 milliards sur il était au départ prévu sur 2 ans, je dirais c'est plutôt sur 3 ans parce que il a pris beaucoup de retard à l'allumage. Donc il va couvrir en fait la période jusqu'à fin 2023. Donc ce plan de relance de 100 milliards, il inclut les 40 milliards qui ont été affectés dans le cadre du plan européen à la France. Je rappelle que dans le cadre du plan européen, les subventions, il y avait 70 milliards pour l'Italie, 60 pour l'Espagne, 40 pour la France, etc. Donc une partie du financement du plan de relance français vient du plan de relance européen. Donc plusieurs objectifs: retrouver le niveau de PIB antérieur à la crise sanitaire et le retrouver d'ici la fin de 2022. Effectivement, là, on n'en sera pas très très loin. Créer 160 000 emplois et accélérer l'adaptation de l'économie française aux enjeux environnementaux et technologiques à l'horizon 2030. Donc, il y a 3 grandes orientations dans ce plan. Je vais juste les survoler pour que vous ayez une petite idée de son contenu, sans approfondir outre mesure. Donc il y a 3 grandes orientations: la transition écologique, 30 milliards, la cohésion sociale et territoriale, 36 milliards, et la compétitivité des entreprises, 34 milliards. Donc dans la transition écologique, alors une précision,
à chaque fois, quand je dis transition écologique, 30 milliards, ça n'inclut pas déjà tous les investissements qui sont prévus. C'est 30 milliards supplémentaires, par rapport. Il y a déjà des investissements qui sont prévus heureusement d'ailleurs, sur les énergies renouvelables, sur la rénovation des bâtiments. Donc là, c'est un ajout, un supplément qui vient conforter un certain nombre de mesures qui existaient déjà. Alors la transition écologique, il y a infrastructure et mobilité verte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les transports ferroviaires. On reparle de nouveau du fret ferroviaire, des petites lignes, de la rénovation du réseau. Et donc là on parle. Alors ça, c'est pas on reparle, c'est on parle des véhicules électriques, du vélo, des développements des transports en commun. Tout ça, c'est les infrastructures. C'est ce qu'on appelle infrastructure et mobilité verte. Ensuite, il y a les énergies et technologies vertes, les énergies renouvelables, le recherche-développement dans la filière hydrogène, là en lien d'ailleurs avec l'Allemagne, la rénovation énergétique, c'est la rénovation des bâtiments publics et privés, avec la création d'un dispositif d'accompagnement des ménages, qui s'appelle MaPrimeRénov', la cohésion sociale et territoriale. La cohésion sociale et territoriale, alors il y a toute une partie là qui a été déconcentrée. Il y a une dizaine de milliards qui a été déconcentrée auprès des régions pour que les régions gèrent ces questions d'équilibre social et territorial au plus près, disons, des besoins du terrain. Il y a dans cette cohésion sociale et territoriale des mesures de sauvegarde de l'emploi, le financement du chômage partiel, il y a le financement de l'emploi des jeunes. Vous savez qu'il y a une aide financière aux entreprises qui recrutent des jeunes, qui peut aller jusqu'à 4 000 € par CDI ou CDD de plus de 3 mois. Il y a un certain nombre d'opérations prévues dans le cadre du Ségur de la santé, dont je vais parler dans un instant. Là, ce qui est retenu dans le plan de relance, c'est des projets hospitaliers. Donc, il y a aussi une part de financement de la dépendance, etc. Troisième axe, la compétitivité des entreprises. Donc, il y a 20 milliards qui concernent la baisse des impôts de production. Les impôts de production, c'est la cotisation sur la valeur ajoutée, la cotisation sur le foncier, la cotisation sur le salaire qui sont payés par les entreprises. Je vais y revenir dans un instant. La souveraineté technologique et industrielle, ça c'est l'aide aux relocalisations ou l'aide aux nouvelles filières pour éviter qu'elles se délocalisent. Et il y a 3 milliards de financement des entreprises. C'est l'aide à la reconstitution de fonds propres, de façon à mettre les entreprises en meilleur état de sollicitation des prêts bancaires après deux années difficiles. Donc, je vous donne simplement que vous ayez une idée de ce que contient ce plan de relance. Donc, il y a effectivement, comme dans le plan européen, beaucoup de choses qui sont positives sur la transition écologique, la cohésion sociale et territoriale, mais il y a des insuffisances. D'abord le montant. C'est exactement, si vous voulez, comme pour le plan européen, on est très très loin du compte. Le financement de la transition, je vous l'avais dit la semaine dernière, il a été chiffré à peu près au niveau européen à 1 000 milliards d'investissements par an sur 10 ans, et pour la France à 60 milliards d'investissements par an sur 10 ans. Donc ça vous donne un petit peu une idée des masses financières qui sont en jeu. Il ne faut pas le prendre au centime près, bien sûr. C'est une idée des masses financières qui sont en jeu. Donc on est assez loin du compte. Donc on peut noter qu'il y a là dans ce plan, il n'y a pas grand-chose dans les moyens consacrés aux services publics clés, l'éducation, la santé, etc.
vais revenir dans un instant sur le Ségur de la santé, mais c'est un petit rattrapage. Il n'y a pas grand-chose non plus dans les moyens consacrés à la précarité, et même sur un volant qui est relativement bien traité dans le plan de relance, qui est la rénovation énergétique des bâtiments, on est assez loin du compte, parce qu'on en reste à une solution qui n'est pas une solution de rénovation globale, qui est une forme de rénovation partielle, c'est-à-dire que les ménages sont incités par une prime à mettre en œuvre telle ou telle modalité de rénovation, alors que les spécialistes disent il faut envisager le problème de la rénovation énergétique des bâtiments dans son ensemble. Et surtout, comme les mesures restent incitatives, ne sont pas obligatoires, pour l'instant, elles n'abordent pas la question essentielle des copropriétés. Tant que la rénovation ne sera pas rendue obligatoire par la loi avec des financements ad hoc, je veux dire, on n'avancera pas très vite sur ces questions-là. Et puis donc, encore une fois, le dernier élément aussi à prendre en compte, c'est quelle perspective par rapport à l'ensemble de ces budgets. Qu'est-ce qu'on fait, comme pour le plan européen, après 3 ans? Et donc c'est là qu'il y a toute une série de questions, vous le voyez bien, qui sont pointées. La rénovation énergétique, j'en ai parlé, le plan il est prévu pour 3 ans. Et après, est-ce qu'on reconduit le dispositif? Est-ce qu'on l'élargit? Les énergies renouvelables, les relocalisations, les questions de recherche-développement, la fiscalité, sur toutes ces questions-là, ce qui aurait été bien, c'est de donner un horizon. Disant ce plan de relance, c'est une pierre qui va s'insérer dans un dispositif de long terme. C'est là, je pense que pour l'instant, il manque quelque chose de très important. Et je crois que ce qui aurait été nécessaire pour insérer ces mesures prises sur une période de court moyen terme, de 3 ans, donc les insérer dans une perspective plus longue, je pense qu'il aurait fallu il faudrait revenir à ce que nous avons connu dans les années dites des 30 Glorieuses, qui était ce commissariat au plan, qui a reconstitué les bases de l'économie française, parce que un commissariat au plan, c'est ce qui est en mesure, à un moment donné, d'organiser une concertation large de l'ensemble des acteurs sociaux concernés, de positionner les politiques dans le temps, de concerter sur ces politiques avec les pays membres de l'Union européenne, de construire des scénarios alternatifs, etc. Donc, vous voyez, ce plan de relance est un début, au mieux. Au pire, c'est un coup d'épée dans l'eau. S'il n'est suivi de rien, la transition écologique et sociale restera sur le quai. Donc voilà, j'insiste sur ce point parce que c'est une question qui est absolument clé. Je veux dire, on ne peut pas penser la transition écologique et sociale sur une échéance de 2 ou 3 ans. Voilà. Donc, la nécessité, c'est de s'inscrire, d'inscrire cette question-là dans la durée. Sans compter que, y compris dans ce plan français, il y a des mesures qui sont des décisions qui sont contre-productives. Hein. Je ne sais pas si vous avez noté au passage, j'ai parlé de la baisse des impôts de production. La baisse des impôts de production pérenne de 20 milliards, elle s'inscrit dans une logique qui est une logique antérieure
de réduction de la fiscalité et de réduction des prestations fiscales, des prestations sociales, des cotisations sociales, donc dans une logique qui est la logique européenne existante depuis 20 ou 30 ans de concurrence entre les États. Et donc, quand ça c'est une question importante, y compris on va la retrouver dans la gestion de la dette publique, parce que au moment justement où on traite ces questions d'investissement socio-écologique dans la durée, il faut aussi penser fiscalité. Alors, je dis quand même quelques mots aussi du Ségur de la santé, parce que le Ségur, pareil, je veux dire, le Ségur de la santé, c'est aussi un tournant à confirmer. C'est un tournant parce que c'est la première fois depuis longtemps que on remet sur la table la question d'un certain nombre de services publics qui ont été particulièrement maltraités. Donc voilà, c'est un tournant parce que à un moment donné, il y a un coup d'arrêt et on se dit mais bon, la pandémie d'ailleurs nous a aidés à comprendre et à voir quel était l'état réel des services de santé, notamment du service hospitalier. Donc, le Ségur, on va le voir, marque un coup d'arrêt. Mais, encore une fois, c'est exactement la même question que sur les plans de relance, c'est-à-dire que ce coup d'arrêt, si on en reste là, eh bien, il ne permettra pas de traiter la question du service public hospitalier et plus généralement du service public de santé. Alors, quel est pour comprendre la nécessité à un moment donné de se pencher sur la question du service du public de santé et d'aller vers cet accord dit Ségur de la santé, il faut revenir très rapidement quand même sur la politique globale en matière de santé depuis 15 ans. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi il y a eu ce Ségur de la santé. Et donc, moi, je dis dans ma grille de lecture des phénomènes, la politique globale en matière de santé depuis 15 ans, comme en matière d'éducation, etc., c'est ce que j'appelle une politique d'adaptation à la mondialisation. Depuis les années 80, on est dans un univers mondialisé. Et donc, cet univers mondialisé, il met en concurrence les États et les grandes entreprises. Et donc, la politique qui est conduite de manière très régulière depuis 20 ou 30 ans, c'est une politique de réduction de la pression fiscale et sociale sur les entreprises, de façon à ménager leur compétitivité dans la concurrence internationale. C'est ça que j'appelle politique d'adaptation à la mondialisation. Donc, si vous avez cette politique de réduction de la pression fiscale et sociale sur les entreprises, diminution de la fiscalité, diminution des cotisations sociales, etc., eh bien, le corollaire, ça sera une pression sur les dépenses publiques et sociales. Donc, dans le secteur de la santé, cette politique, elle a revêtu trois principaux aspects. Le transfert de financement des entreprises vers la société, donc c'est la baisse des cotisations sociales au profit de la CSG, la maîtrise des dépenses hospitalières, je vais y revenir dans un instant, et la participation croissante des assurés au financement via la baisse des remboursements, via les dépassements d'honoraires, etc. Mais le point central, notamment pour ce qui concerne le service hospitalier, c'est la maîtrise des dépenses hospitalières en fonction d'un objectif budgétaire fixé a priori. Voilà.
Et donc, l'objectif budgétaire, dans le jargon, pour ceux qui suivent cette question, ça s'appelle l'ONDAM, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, qui est un élément du budget national conclu chaque année. Et donc, ce budget, il est fixé a priori, et il va se traduire, il se traduit régulièrement par toute une série de conséquences pour ce qui concerne l'hôpital. La tarification à l'activité, c'est-à-dire que le budget est octroyé pour chaque activité en fonction d'une norme de coût fixée a priori et qui peut évoluer dans le temps. C'est cette tarification à l'activité qui est l'élément clé du dispositif de financement de l'hôpital. L'optimisation, le deuxième élément, c'est l'optimisation des capacités d'accueil par la fermeture de lits, c'est-à-dire qu'on transforme des lits pérennes en lits d'hospitalisation de jour. Donc, ce qui réduit la durée d'hospitalisation, etc. Et donc diminue les dépenses. Et le troisième élément, c'est la pression sur les salaires et les conditions de travail, puisque on est l'objectif qui est donné aux directions des hôpitaux, c'est de produire en flux tendu. 0 lit inoccupé. La production en flux tendu, c'est ce qui a été un peu le leitmotiv d'un certain nombre de grandes entreprises à partir des années 80-90. Donc, on est dans le secteur hospitalier contraint par ces objectifs budgétaires. Et en gros, si vous voulez, vous avez un objectif budgétaire au cours des 10 dernières années qui a été autour de 2,5%, alors que les besoins hospitaliers sont autour de 4,5% d'augmentation par an. Donc, vous voyez le hiatus. Et donc, le hiatus, forcément, comme chaque année, on est contraint par un objectif budgétaire de restriction, eh bien, le hiatus grandit au fur et à mesure du temps. Et il éclate au moment, on le voit, il y avait eu combien de protestations avant, combien de manifestes, etc. dans l'hôpital, on les compte plus. Mais il éclate au moment de la crise sanitaire, puisqu'elle nous révèle de manière assez éclatante, malheureusement, le manque de lits, le manque d'équipement, le manque de personnel. Et elle nous montre aussi ce que j'avais commencé à vous expliquer la semaine dernière quand je parlais des enseignements de la crise et de ce que ça révèle du côté des services publics. Elle nous montre que on ne peut pas transposer les critères de coût et de performance des entreprises privées dans le secteur de la santé et plus largement dans les services publics. On peut pas. On est dans un autre univers qui doit être géré d'une autre manière que celui du règle du rendement et de la performance. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'il faut placer le Ségur de la santé. Le Ségur de la santé, il va colmater quelques fuites les plus spectaculaires. Donc il y a 3 grandes séries de mesures dans le Ségur de la santé. Il y a d'abord un rattrapage salarial. Il y a ensuite une embauche de 15 000 personnes et il y a la réouverture de 4 000 lits. Donc je reviens un peu. Le rattrapage salarial. Donc il y a toute une série de mesures. 180 € mensuels. Je vous les rappelle, vous les avez entendu parler peut-être au moment où ça a été conclu. 180 € mensuels pour les personnels hospitaliers non médecins dans le public et 160 € dans le privé. Il y a la refonte des grilles indiciaires, pas de tous, d'un certain nombre de métiers soignants. Il y a la revalorisation de l'indemnité de service public pour les médecins hospitaliers. Les médecins hospitaliers, ils subissaient un écart croissant, un écart financier croissant par rapport à leurs collègues du privé, alors qu'ils ont
charge d'enseignement et de recherche en plus. Donc, on a ajusté un tout petit peu cet écart grandissant avec leurs collègues du médecin hospitalier privé. Revalorisation des salaires et des primes de garde pour les internes, leur permettant d'atteindre une rémunération au moins égale au SMIC. Oui. Vous avez vu les journées des internes. Donc, l'ensemble de ces mesures salariales, c'est un repositionnement des équipes françaises dans la moyenne des rémunérations de l'OCDE. L'OCDE, c'est cet ensemble de pays de l'Ouest européen, plus États-Unis, plus Nouvelle-Zélande, plus Japon, etc. Donc, on est, avec ces mesures-là, on revient juste dans la moyenne des rémunérations de l'OCDE. Bon. Ensuite, il y a embauche de 15 000 personnes. Les organisations syndicales demandaient de 80 à 100 000 postes. Oui. Bon. Financement de 4 000 lits supplémentaires en fonction des besoins. Je vous rappelle, je le remets dans la note, il y a eu 64 000 lits qui ont été rayés de la carte entre 2000 et 2016. Si on prolonge jusqu'à 2020, ça fait 80 000 lits en moins. Alors, ça c'est les mesures rattrapage salarial, embauche et réouverture de 4 000 lits. À côté de ça, il y a investissement de 6 milliards en direction des EHPAD et de projets hospitaliers universitaires. Bon, ça veut dire qu'il y aura un ou deux projets hospitaliers universitaires. Et puis, ça a été concédé dans la négociation à ce moment-là, sous le terme expérimentation sur le système de financement des activités hospitalières. C'est-à-dire que on dit, regardez si vous trouvez mieux que la tarification à l'activité. Donc voilà, faites une expérimentation et on tirera les leçons après. Donc ce que je vous ai dit là, je vous le rappelle, je le disais plus haut, en début de mon propos sur le Ségur de la santé, la politique de la santé depuis 15 ans obéit à une logique budgétaire. Notamment, parce que c'est le poste central, pour ce qui concerne les dépenses hospitalières. Donc, l'objectif budgétaire, il garantit en quelque sorte que on ne dépensera pas plus que ce qui est inscrit dans le budget. Donc là, avec les mesures qui ont été prises dans le Ségur de la santé, et voilà pourquoi je reviens exactement comme pour les plans de relance avec ce que je disais dès le début, un tournant, point d'interrogation. Parce que bien sûr que il y a un tournant puisqu'on prend en compte un certain nombre de manifestations graves de dysfonctionnement de l'hôpital public. Mais est-ce qu'on sort, par exemple, de la logique budgétaire? Non. On sort pas de la logique budgétaire, puisque dès l'ONDAM 2021, le Ségur il est conclu en juillet 2020. L'ONDAM 2021, qui est pourtant le l'ONDAM immédiatement censé intégrer la logique des propositions du Ségur de la santé, déjà par rapport aux propositions du Ségur de la santé, il manquait 1 milliard. Les difficultés profondes et persistantes de l'hôpital public, les problèmes de fond demeurent. Rémunération des médecins et autres personnels soignants, puisque vous le voyez, aujourd'hui nous sommes confrontés à une crise des vocations de l'hôpital public. Il n'y a pas. C'est ce que j'ai mis sous le forme attractivité. Les rémunérations offertes au personnel soignant, au sens large, dans l'hôpital public, ne permettent pas de recruter.
par rapport aux besoins d'aujourd'hui. Je parle même pas du rattrapage. Ne permettent pas. Vous avez même, hein, quand on lit la presse, on le voit tous les jours, une hémorragie. Donc, il faut réfléchir à ça, parce que le service public hospitalier, c'est quelque chose de central dans le dispositif, et pas seulement pour soigner, mais pour faire de la recherche, pour développer les activités du futur, etc. Et vous avez, là je me suis borné parce que c'était dans le champ de mon propos, mais il y a 2 ou 3 jours, je lisais un article montrant qu'il y a un manque de candidats pour les concours de l'enseignement. Même problème, hein, dans un certain nombre de disciplines. Même problème, l'attractivité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous avez une rémunération qui est, pour la France, juste dans la moyenne de l'OCDE, ça pose problème quant au type de recrutement et donc quant à la nature des activités de recherche, d'enseignement qui vont être fournies dans les années futures. Donc vous avez cette question des rémunérations, vous avez l'insuffisance de la création de lits, 4000 lits, il en a disparu 80 000, même si il y a des progrès, on peut considérer que dans un certain nombre de cas, on peut passer de l'hospitalisation pérenne à l'hospitalisation de jour. Je veux dire, quand il y a 80 000 lits en 20 ans, ça signe aussi quelque chose. Donc, et vous avez cette question centrale. Quand vous discutez avec les spécialistes de la santé, immédiatement, ils vous posent, ils vous le disent, la question centrale, c'est la tarification à l'activité. C'est-à-dire une norme de coût fixée a priori et évolutive dans le temps, qui va permettre de financer les différentes activités hospitalières. Comment voulez-vous qu'une équipe soignante adhère à un principe de ce type, qui est un principe, un principe de budgétaire et de rentabilité fixée à l'hôpital, notamment à l'hôpital public. Donc voilà. S'écarter de la... Donc, vous voyez pourquoi j'ai parlé à chaque fois de tournant et de tournant à confirmer, point d'interrogation. Vous voyez pourquoi? Parce que, bien sûr, je ne peux pas dire exactement comme je le disais sur les plans de relance, il ne s'est rien passé. Ça serait absurde. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Les plans de relance français, européens, je l'ai dit, ils ont été positifs. Le Ségur de la santé, il vaut mieux qu'il ait existé plutôt qu'il n'ait pas existé. Mais ça ne répond pas aux enjeux, aussi bien sur les plans de relance globaux que sur le terrain de la santé. Ça ne répond pas aux enjeux de la période et à ce tournant absolument nécessaire pour nos économies, cette transition écologique et sociale à opérer. Donc voilà. Alors, j'en arrive au point qui va un petit peu synthétiser toutes ces approches, et qui est une question loin d'être technique, et donc il faut bien arriver à décortiquer, qui est la question de la dette publique. J'ai mis dette publique, condition nécessaire d'une politique d'investissement. Et je vais justifier mon propos. Parce que l'interrogation que je viens de poser sur le tournant qui s'est opéré, et donc sur le maintien dans la durée d'une politique d'investissement, il va trouver une partie de sa réponse dans la manière dont on va mobiliser l'outil de la dette publique dans cette direction. Alors, il faut partir d'abord d'un certain nombre de constats. La double crise sanitaire et économique, elle s'est traduite par une baisse des rentrées fiscales, puisque l'activité tournait au ralenti, et une hausse des dépenses, notamment les dépenses de soutien. Donc, conséquence, augmentation du déficit public,
et de la dette publique. Donc je donne ici, je donne les chiffres, puisque le déficit public et la dette publique sont habituellement rapportés au montant du PIB. On pourrait discuter de ça, mais c'est comme ça qu'on procède. Donc on va suivre cet indicateur-là. Le déficit, donc, il est de 9% en 2020 et 2021, 6% en 2022, et la dette publique, elle était autour de 120 fin 2021, par rapport à 100 fin 2019, et elle sera à peu près autour de 113 fin 2022. Ça, c'est pour les chiffres. Alors, la première chose, pour dégonfler un petit peu la baudruche de la dette publique, c'est que l'augmentation de la dette publique ne doit pas être appréciée en soi. Ça n'a pas de sens. Mais en comparaison aux risques graves qu'elle permet d'éviter. Et je vais prendre immédiatement 2 exemples. L'augmentation de la dette publique, hier, elle a permis d'éviter l'effondrement de l'activité par le financement du chômage partiel, par les prêts garantis aux entreprises, et elle a permis donc la survie du tissu économique et le redémarrage de l'activité. S'il n'y avait pas eu augmentation de la dette publique, il n'y aurait pas eu chômage partiel, maintien de soutien à l'activité et à son redémarrage. Donc, c'est un premier élément qui est essentiel, qui vous permet de comprendre que la dette publique, c'est un moyen, c'est un outil. Ça, c'est le premier point. S'il n'y avait pas eu la dette publique, rappelez-vous, les quelques souvenirs d'histoire que vous pouvez avoir dans la tête, la crise de 29 aux États-Unis, avant le New Deal de Roosevelt qui arrive en 32, pendant 3 ans, il n'y a pas de dette publique, on laisse courir. Il y a des millions de chômeurs. Rappelez-vous, les raisins de la colère, enfin tout le monde a ça en tête. Donc aujourd'hui, et c'est heureux, on a évité l'effondrement du tissu économique, on a pris des mesures de chômage partiel, on a pris des mesures de soutien à l'emploi, y compris quand ça a été un peu compliqué, un peu long pour les précaires, etc. Ça a permis d'éviter la catastrophe. Et donc c'est en ça qu'il faut déjà, premier point, éviter, comprendre ce qu'est la dette publique. Le deuxième point, demain, l'augmentation de la dette publique, il va permettre d'orienter massivement les investissements dans la transition écologique pour éviter les risques futurs, parce qu'on les voit, les risques qui arrivent. Donc si on ne fait rien, eh bien les risques futurs, on ne les évitera pas. Éviter aussi les retards de l'économie française. Si nous n'investissons pas aujourd'hui dans un certain nombre d'activités essentielles, la transition écologique, mais aussi l'éducation, la recherche, etc., eh bien, nous ne développerons pas les activités nécessaires à l'économie de demain. Donc, la dette publique, c'est toujours en référence à d'autres risques plus graves qu'elle permet d'éviter. Voilà, ça c'est pour répondre, c'est dire je veux rembourser dans les 6 mois ma dette publique, ça n'a pas de sens. L'État, il est responsable d'une société, d'une collectivité. Ce n'est pas un ménage qui a des remboursements et des échéances. Il a œuvré dans la durée. Et ce qu'il doit éviter, c'est de couper les racines de son économie, d'éviter, d'empêcher que cette économie, demain, puisse produire de nouveaux résultats. Je vais vous expliquer, tout ça c'est les attendus, mais je vais m'expliquer plus longuement parce que c'est absolument fondamental, ça. Donc la dette publique, c'est quelque chose qui doit s'envisager. Je dis pas on va voir que la question de son remboursement ne se pose pas, mais il ne se repose pas dans le court terme. C'est une question de moyen terme et de long terme. Alors,
aujourd'hui, l'intervention, autre élément, là je place un petit peu mes briques, parce que la dette publique, la question de la dette publique, c'est un problème un peu complexe, donc je place des briques. Donc l'augmentation, déjà, c'est la question du principe. La mettre en rapport avec ce qu'elle permet d'éviter ou ce qu'elle permettra d'éviter demain. Ensuite, autre brique, l'intervention massive de la BCE. Je l'ai expliqué longuement la semaine dernière avec vous, ça. Et ça a été une nouveauté aussi par rapport à ce que nous avions vécu après 2008. Après 2008, refus d'intervention de la BCE pour racheter des titres de dette, donc les taux d'intérêt montent et rendent les échéances beaucoup plus difficiles. Donc on a bien vu, je vous avais expliqué pourquoi à un moment donné, quand la BCE n'intervient pas, eh bien comme chaque État est en concurrence avec les autres sur les marchés financiers, eh bien certains États auront des intérêts beaucoup plus faibles que d'autres pour financer leurs dettes. Puisqu'aujourd'hui, les dettes se financent sur les marchés financiers. Et donc, c'est comme ça qu'au lendemain de la crise de 2008, le Portugal, à un moment donné, empruntait à 11-12%, la Grèce à 13%, pendant que l'Allemagne restait à 2 ou 3% à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qui a été fait, là, à partir d'avril 2020 ? J'en ai parlé un petit peu la semaine dernière, j'y reviens. À partir de 2020, la BCE, très rapidement, à partir de mars-avril 2020, décide d'intervenir. Elle décide d'intervenir et donc de racheter des titres de dette publique sur les marchés secondaires. Alors c'est subtil ça. Pourquoi c'est subtil ? Parce que les traités interdisent. Les traités européens interdisent à la Banque centrale européenne de financer directement les dettes des États. Donc ça veut dire que l'État français, l'État allemand ne peuvent pas émettre des titres de dette publique et se les faire racheter par la Banque centrale. Ça, c'est interdit par les traités. Mais par contre, les traités sont totalement muets sur la possibilité qu'a cette Banque centrale européenne, une fois ces titres de dette souscrits par les institutions financières du monde entier, que ce soit les banques, les fonds de pension, les fonds d'investissement, etc., de les racheter à ces fonds de pension, ces compagnies d'assurance, etc. Et c'est ce qu'elle a fait, très rapidement. Et donc, à partir du moment où la Banque centrale décide d'intervenir et d'intervenir dans la durée, eh bien les taux d'intérêt s'effondrent. Tous les États sont sûrs de voir à un moment ou à un autre leurs dettes rachetées, que ce soit la Grèce, la France ou l'Allemagne. Donc les taux d'intérêt sont devenus très faibles, puisque ce qui ne s'était jamais produit dans l'histoire, notamment dans l'histoire de notre pays, la France a même emprunté pendant quelque temps, à un taux d'intérêt qui était négatif. Ça veut dire qu'on lui donnait de l'argent pour souscrire. Ouais, c'est un miracle dans l'histoire, ça. Donc cette intervention massive de la Banque centrale européenne, qui s'est poursuivie à un rythme soutenu jusqu'à mars 2022, qui s'est depuis ralenti un petit peu. Il est question d'ailleurs un jour ou l'autre de l'arrêter, voilà, on pourra revenir aussi sur cette question-là. Mais donc dans le passé, a permis une forte baisse des taux d'intérêt et de les maintenir à un niveau faible. Et donc je dis, regardez le chiffre que je vous donne, le service de la dette pour la France n'a jamais été aussi bas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2020, il représentait, c'est-à-dire le service de la dette, c'est les intérêts de la dette. Il représentait 1,4% du PIB en 2020 et 0,9% en 2022. Oui, puisque les taux d'intérêt sont très faibles. Donc le service de la dette diminue. Et, je mets entre parenthèses, donc il est à 0,9 en 2022, il était à 2,8 en 2008. Vous voyez ? En pourcentage du PIB. Alors que le montant de la dette publique en 2008 était beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. Donc vous voyez l'intérêt, l'avantage de l'intervention de la Banque centrale européenne. Donc le service de la dette, il faut le retenir, aujourd'hui il n'a jamais été aussi bas.
Et donc, vous voyez immédiatement. Et d'ailleurs, je vous avais expliqué la semaine dernière que c'était le raisonnement qu'avait fait Madame Merkel. Ça veut dire quand on a des intérêts aussi faibles, des taux d'intérêt aussi faibles, c'est une folie de ne pas intervenir et de ne pas investir massivement. C'était un des éléments explicatifs du retournement de l'Allemagne quand elle a choisi de faire la proposition avec la France d'un plan de relance européen. C'était une des raisons. Je vous l'ai expliqué la semaine dernière. Alors, la possibilité d'une politique massive, dans l'avenir, je ne perds pas mon fil conducteur. Mon fil conducteur, c'est comment prolonger le tournant qui a commencé à être opéré par les plans de relance, comment les prolonger dans la durée, c'est-à-dire comment maintenir dans la durée des investissements massifs dans la voie de la transition écologique et sociale, etc. Et aussi, on pourrait dire industrielle. La possibilité d'une politique massive de soutien à l'investissement implique le maintien sur le court moyen terme de taux d'intérêt faibles. Donc, ça veut dire deux choses. La prolongation de la politique d'intervention de la BCE et, vous allez voir pourquoi je dis ça, je rajoute ça, la réorientation de son mandat en faveur de la transition écologique et sociale. Pourquoi je dis ça? Le deuxième point, il est important. Pourquoi? Parce que c'est la condition que soit assurée dans la durée la possibilité de taux d'intérêt faibles. Le premier, la prolongation d'une politique d'intervention de la BCE, il est toujours soumis aux aléas de court terme. Changement d'orientation de la Banque centrale, changement de gouverneur, etc. Bien. Quand je parle de mandat, changement de mandat, c'est autre chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous voyez, parce qu'aujourd'hui, et notamment dans les mois qui viennent, il risque d'y avoir une contradiction entre le mandat qui est donné à la Banque centrale européenne par les traités européens et la nécessité de ces investissements écologiques et sociaux. Le mandat, il date de Maastricht, 92, c'est l'inflation. Vous vous souvenez? C'est-à-dire que la Banque centrale européenne doit veiller à ce que le taux d'inflation, soit le plus faible possible, en tous les cas, ne soit pas supérieur à 2-3%. Bien. Or, vous voyez qu'aujourd'hui, on est dans une tendance inflationniste. Donc le risque, c'est de relever les taux d'intérêt et donc de mettre en difficulté une politique d'investissement. Et c'est pour ça que je dis, je suis pas le seul à dire ça dans le monde des économistes, c'est que le changement du mandat, il serait adapté aux nécessités d'aujourd'hui. Les nécessités d'aujourd'hui, c'est que l'histoire, on dit, ne repasse pas les places, c'est-à-dire que la réorientation écologique et sociale des économies, il faut la faire. Il faut la faire dans la décennie qui vient. Et donc, on ne va pas s'embarquer sur des histoires de taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, etc., alors qu'il y a une obligation, je dirais presque morale, civilisationnelle, à changer l'orientation de l'économie. Donc, changement de mandat. Et j'en profite pour vous dire, d'ailleurs, que la politique de la Banque centrale européenne, elle est le fait du seul Conseil des gouverneurs. Donc ça serait pas mal aussi que y ait je sais pas, on peut le nommer comme on voulait, une espèce de conseil du crédit auprès du Parlement européen qui discute quand même des orientations de la politique monétaire de la Banque centrale européenne et pas seulement le conseil des gouverneurs, qui est un conseil uniquement de banquiers. Donc la question du mandat, c'est une question qui est très importante. Et j'en profite pour vous dire, mais on va le retrouver aussi sur la question budgétaire, entre parenthèses, vous le voyez en arrière-plan, c'est que les questions que je pose, là, comme celle du mandat, mais on va le retrouver sur la question budgétaire, elles posent des questions fondamentales pour l'Union européenne. Voilà. Je vais y revenir dans un instant. Sur le plan budget, donc sur le plan monétaire, vous voyez les enjeux.
Sur le plan budgétaire, je vous l'avais expliqué et je l'ai redit tout à l'heure, certains traités ont été suspendus. Le fameux traité de 2012, le TSCG, donc qui reprenait en l'aggravant le pacte de stabilité et de croissance de 1997, il est suspendu. S'il n'avait pas été suspendu, il n'y aurait pas eu les plans de soutien, les plans de relance, etc. Vous comprenez bien, puisqu'on n'était pas du tout dans les clous par rapport au traité de stabilité qui nous recommandait non seulement de respecter les 3% de déficit, mais de revenir à l'équilibre budgétaire strict. Donc, ils ont été suspendus. Et suspendus, ça veut dire qu'ils n'ont pas été abrogés. Ça veut dire que, à un moment ou un autre, cette question va revenir sur la table. Et donc, si les règles antérieures reviennent sur la table, eh bien, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être un grand expert en économie pour dire que la transition écologique, sociale, tout ce que vous voulez, ne se fera pas. Voilà. Donc, parce que c'est impossible, parce qu'il n'y aura pas de possibilité de financer les investissements dans la durée, etc. Donc, vous voyez, cette question de la suspension et donc du retour aux règles antérieures ou à de nouvelles règles, c'est ça. Est-ce qu'on va dire on l'a suspendu, mais ces règles sont maintenant obsolètes compte tenu du nouveau contexte et on en invente d'autres, et notamment on dit la question par exemple des investissements dans la transition écologique doivent être sortis du calcul du déficit budgétaire. Tout ça c'est des règles comptables, c'est des règles que les politiques que nous donnons. Donc là aussi, je vous le remets en tête, les traités sont suspendus, donc cette question des règles, des nouvelles règles budgétaires, elle va revenir sur la table, exactement comme la question du mandat de la BCE. Et donc, j'en profite avant d'aller plus loin, là je fais un petit peu un arrêt sur image. Vous voyez là, comment ça va se passer ça, dans l'Union européenne? Est-ce qu'on est aujourd'hui, j'ai pas la réponse à ça encore. Est-ce qu'on est en mesure, à 27 États membres, de se mettre d'accord sur un nouveau mandat de la politique monétaire et sur de nouvelles règles du calcul du déficit budgétaire en Union européenne? Est-ce que, du coup, ça repose pas la question d'une Europe à plusieurs vitesses, c'est-à-dire un certain nombre d'États membres qui se mettent d'accord autour des règles, on n'exclut personne, et qui permettent d'avancer. Personnellement, et on pourrait revenir dans la discussion, je ne crois pas à la possibilité sur ces deux terrains-là, monétaire et budgétaire, à pouvoir se mettre d'accord à 27 États membres. Et on l'a vu, d'ailleurs c'est bien pour ça que dans l'Union européenne, depuis 10-15 ans, on fait, c'est pas de la stagflation, mais on fait du surplace. Hein, et donc on n'avance pas. Or là, sur ces questions d'investissement sur les terrains qui sont en débat, c'est une absolue nécessité. Donc il faut avancer, et je pense qu'il faut avancer, y compris à quelques-uns, faute de pouvoir se mettre d'accord à 27. Je continue et je vais expliquer pourquoi je ne me défausse pas de la question qu'on appelle la soutenabilité de la dette publique, c'est-à-dire de la question, alors il suffit d'ouvrir la boîte de Pandore, on fait ce qu'on veut, il n'y a plus de normes, etc. Non. Sauf que moi, je la pose dans un horizon de long terme. Et je fais un détour. Vous allez le voir, je vais m'expliquer. Je fais un détour, je fais un raisonnement économique, je fais un détour. C'est-à-dire que je ne pose pas la question de la dette publique et de son remboursement comme un oukase en disant l'année prochaine, il faut qu'on soit revenu à l'équilibre, etc. Ça n'a pas de sens sur le plan économique. Il y a d'autres priorités. Mais par contre, je me soucie effectivement de la possibilité de revenir à l'équilibre et de soutenir cette dette. Je vais vous montrer comment c'est possible. Comment c'est possible. Alors, il y a d'abord
une première question que je ne veux pas évacuer parce qu'elle a été posée dans le débat, elle est parfois posée dans le débat politique, c'est annuler la dette. Vous l'avez entendu, on annule. Notamment celle qui a été occasionnée pendant la crise sanitaire, etc. Bien. Juste un petit rappel. La dette publique de la France aujourd'hui, en gros, elle est détenue par 3 entités. La BCE, puisque je vous ai expliqué que la BCE rachetait depuis 2 ans de manière continue des titres de dette des États pour éviter que les taux d'intérêt montent. Donc elle a forcément un stock important de dette publique. Elle en a à peu près 25% de la dette française. Un peu plus, 25-27. Ensuite, il y a ce que j'appelle les institutions financières françaises, qui en détiennent, je me souviens plus, je vais vous le dire, un peu plus de 20%. Les institutions financières françaises, c'est les banques, les compagnies d'assurance françaises. Voilà. Et puis le reste, donc là ça vous fait 25, 45, 50 et 50%. Le reste, c'est des fonds d'investissement, des fonds de pension, des compagnies d'assurance étrangères, notamment anglo-saxonnes. Donc voilà. Alors, pour être tout à fait clair, quand certains évoquent la possibilité de non-remboursement, c'est uniquement sur la partie détenue par la BCE. Vous voyez bien qu'on ne va pas se brûler les ailes dans le monde tel qu'il est. On peut rêver d'un autre monde, mais pour l'instant, on est dans celui-là. Et donc, si demain, vous décidiez de ne pas rembourser tel fonds de pension américain, de dire on annule sa dette, bien, quand vous allez vous représenter la semaine prochaine pour faire souscrire vos titres de dette, vous n'aurez plus personne au rendez-vous, hein, dans le monde que nous connaissons. Par contre, les titres détenus par la BCE, là, la question, elle vaut d'être posée, puisque si vous voulez, la Banque Centrale Européenne, c'est notre banque, c'est la banque commune des États, c'est un jeu d'écriture. Elle ne léserait aucun patrimoine privé. Hein. Donc, il n'y a aucun obstacle, pour moi en tous les cas, de principe, à ce qu'à un moment donné, on puisse dire, cette partie de la dette commune qui est née dans des circonstances particulières, eh bien, elle peut être annulée. Mais, bon, on n'a pas ni le consensus au niveau des États, ni, je pense, l'appui sur cette question-là que nous pourrions trouver dans les traités. Donc, bon, je pense que c'est un combat qu'il vaut mieux mener sur un autre terrain. Mais pour moi, vous voyez, il y a aucune contrainte économique de nature quelle qu'elle soit qui pourrait dire la part détenue, surtout qu'elle est à peu près équilibrée entre tous les États, détenue par la BCE doit être remboursée. Franchement, ça ne changerait pas du tout la marche du monde et ça ne léserait aucun patrimoine particulier. Bien, je l'évoquais parce qu'elle est parfois évoquée dans le débat public et j'ai bien pris la précaution de distinguer ce qu'on entend par non-annulation d'une partie de la dette. C'est celle détenue par la BCE, pas par les autres acteurs financiers. Donc en attendant, il faut pouvoir emprunter à long terme, le plus à long terme possible d'ailleurs, et si vous voulez, les États ont assez vite compris que pendant cette période où les taux d'intérêt étaient extrêmement faibles, ils avaient intérêt à allonger la durée d'emprunt. Bien sûr, quand les taux d'intérêt sont faibles, on a intérêt, c'est le bon sens presque qui parle, à emprunter sur long terme, profiter de ces taux d'intérêt pour investir sur le long terme. Donc, les taux d'intérêt bas permettent d'emprunter sur le long terme et d'alléger le poids des remboursements futurs, puisque les taux d'intérêt, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, sont très faibles. Et surtout, et c'est là que j'en arrive à mon raisonnement, et pourquoi je parlais de la question de la soutenabilité sur un horizon de long terme et non pas de court terme. Pourquoi ? Parce que l'investissement d'aujourd'hui, ce sont les activités d'avenir. Ben oui.
Bien sûr, les activités de demain, c'est-à-dire les investissements que nous allons faire aujourd'hui dans l'éducation, dans la santé, dans la recherche, dans les nouvelles énergies, dans les rénovations. C'est ce qui va permettre l'augmentation de l'activité de demain. Et donc, les rentrées fiscales et sociales. Si nous avons le raisonnement à court terme de dire il faut rembourser dans les 6 mois, nous ne faisons pas les investissements, donc nous ne préparons pas l'activité économique de demain, et nous ne créons pas les ressources fiscales et sociales qui naîtront de ces activités. Donc, voilà le détour du raisonnement. Ça veut dire que je ne néglige pas la question du remboursement de la dette, mais je la conditionne à la réalisation d'investissements massifs aujourd'hui. Si ces investissements massifs n'ont pas lieu, je me retrouve avec une dette que je ne saurais pas rembourser. Donc il faut faire ce raisonnement, il faut faire ce détour par le raisonnement économique. Et donc c'est la capacité prolongée. Alors il y a une manière simple, c'est ce que je vous ai résumé dans la note, de comprendre ça. Et c'est ce qu'avait dit dans une de ses interventions Madame Merkel. À partir du moment où on construit par cette politique d'investissement un taux de croissance supérieur au taux d'intérêt, eh bien, nous créons les conditions de la soutenabilité future de notre dette. Le problème, vous voyez, se pose à partir du moment, et c'est pour ça que les politiques budgétaires et monétaires sont liées, à partir du moment où le taux d'intérêt deviendrait supérieur au taux de croissance. Parce qu'alors là, effectivement, la charge d'intérêt augmente, et donc, nous handicapons nos investissements à venir. Donc il faut maintenir une politique d'investissement supérieure au taux d'intérêt. Tant que nous ayons ce différentiel, la part des intérêts à rembourser diminue. Voilà. C'est ça le critère de base. Et c'est ce raisonnement que je ne vois jamais apparaître. On vous donne comme un slogan, il faut rembourser la dette parce que ça c'est pas bien d'avoir une dette. C'est-à-dire qu'il faut penser aux nécessités que nous avons, notre obligation aujourd'hui qui est d'investir dans la transition sociale et écologique, c'est ce qui va créer les activités de demain et donc les rentrées fiscales, sociales, etc. C'est ce raisonnement-là qu'il faut tenir et qui est la base de la question de la soutenabilité de la dette. C'est pour ça que j'ai dit, cette question, elle se pose sur le long terme. Alors, ceci dit, il y a un deuxième élément de mon raisonnement qui est aussi très important, c'est que même si vous créez un différentiel positif entre taux de croissance de l'économie et taux d'intérêt, ok, il vous faudra beaucoup d'années pour rembourser la dette telle qu'elle est. Donc il faut compléter, il y a un deuxième volet important dans le raisonnement que je tiens, il faut une politique fiscale. Une politique fiscale. Et donc je donne un certain nombre d'éléments qui concernent aussi bien la France, mais qui concernent aussi l'Union européenne. Alors, l'impôt minimum sur les sociétés, donc vous vous souvenez, j'en ai un tout petit peu parlé la semaine dernière, l'impôt minimum sur les sociétés, c'est l'accord conclu par l'OCDE en octobre 2021, à 15%. Bon, c'est le minimum du minimum, c'est presque le taux de l'Irlande. Donc, ça veut dire que les firmes multinationales sont censées toutes payer 15%, oui. Minimum, oui. 15% minimum d'impôt sur les sociétés, alors que les PME en France continueront à payer le taux normal de l'impôt sur les sociétés, qui est de 25%. Donc, moi, avec d'autres économistes, on plaidait pour qu'au minimum, le taux d'imposition sur les grandes firmes multinationales soit de 25%, qui est le taux à peu près aujourd'hui des grands États. Donc il y a cette mesure-là, bien sûr, mais il y a la question de l'harmonisation des assiettes fiscales au sein de l'Union européenne. Pourquoi il y a de l'optimisation fiscale aujourd'hui de manière colossale?
que révèlent toutes les enquêtes successives des organismes de journalistes, les Paradise Papers, les Panama Papers, tout ce que vous voulez, il y en a plein d'enquêtes. Pourquoi il y a de l'optimisation? Parce que les assiettes fiscales, il n'y a pas seulement les taux qui diffèrent, les taux TAUX qui diffèrent d'un État à l'autre. Il y a les assiettes, c'est-à-dire ce que recouvre l'impôt sur les sociétés, qui est très différent d'un État à l'autre. Donc les grandes firmes multinationales, elles déclarent, selon les cas, dans tel ou tel État. C'est ce qui est très bien documenté par toutes les enquêtes sur l'optimisation. Donc il faut aussi se mettre d'accord, non seulement sur un taux minimum, mais sur l'assiette. J'ai vu que c'était à l'ordre du jour du Parlement européen dans les prochaines années, mais ça fait un moment. Vous voyez, que là aussi, il y a de la matière à avancer. Et il y a des sommes à récupérer, là. Il y a donc là, il y a la question de l'optimisation fiscale. Il y a la question de la progressivité accrue. Parce que qu'est-ce qui caractérise la période de la mondialisation que nous vivons depuis depuis les années 1980 par rapport à la période des 30 Glorieuses? C'est la progressivité fiscale. Je vous donne juste un exemple. Le taux marginal supérieur de l'impôt sur les sociétés aux États-Unis, avant l'arrivée de Reagan au pouvoir, c'était 70%. 70%. Et pendant la période Roosevelt, il était à 94%. Le taux marginal de l'imposition sur les revenus. Aujourd'hui, on est 35-40%. C'est juste un exemple, mais vous pourriez le décliner, cet exemple, sur les sociétés, sur les successions, sur les patrimoines, etc. Donc, il faut revenir à plus de progressivité fiscale. Et d'ailleurs, si vous avez suivi les enseignements que je tirais au début de mon propos sur les leçons de la crise sanitaire et sociale, vous aviez cette question, à travers les invisibles, à travers les précaires qui faisaient la queue auprès des banques alimentaires, vous avez la question des inégalités qui est posée de manière en plus totalement éclatante par tous les travaux de Piketty. Vous avez qu'à ouvrir au milieu d'un des bouquins de Piketty, vous avez les graphiques. Même ceux qui ne savent pas lire les graphiques, ils voient. Tellement c'est impressionnant. Donc, il faut revenir à des mesures de progressivité fiscale. Donc, vous voyez, là, si je me résume, et après je vais finir là et je vais vous donner la parole. Là, il y a deux grandes questions à travers les propos que j'ai tenus et la question de la dette publique. Il y a la question de l'Europe. D'abord, vous voyez que les politiques monétaires et les politiques budgétaires, elles sont contraintes par des décisions de l'Union européenne. Donc, comment, aujourd'hui, nous avons eu des politiques qui étaient favorables, mais qui sont... Alors, est-ce qu'elles sont une parenthèse? Est-ce qu'elles sont une ouverture vers autre chose? La question, elle est posée, et elle va se poser dans les prochains mois, tant sur le plan monétaire que sur les questions budgétaires, et vous voyez bien qu'elles ne sont pas simples au regard de notre passé au sein de l'Union européenne et du mode de fonctionnement de l'Union européenne. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est la problématique de la dette publique et la question du long terme. Je veux dire, cette double problématique que je viens de vous poser, à savoir le détour par la question de l'investissement. Les investissements que nous faisons aujourd'hui créent l'activité de demain et les recettes fiscales et sociales qui permettront une partie du remboursement de la dette. Et le deuxième élément, c'est que le complément du remboursement de la dette dans le futur, c'est la politique fiscale. Et une politique fiscale au niveau européen, beaucoup plus harmonisée qu'elle ne l'est aujourd'hui, elle ne l'est pas, et beaucoup plus progressive dans son contenu. Or, vous voyez ça, ce discours-là, avec cette double facette, c'est-à-dire le détour par une politique d'investissement qui créera les recettes futures, et la question fiscale, au niveau européen comme au niveau France, elle n'est jamais posée. Dans le discours dominant, elle n'est pas posée. La question que vous voyez, et je l'ai lu encore dans la réponse de la France à l'Europe. Vous savez que tous les 6 mois,
les différents États membres envoient à l'Union européenne leur perspective budgétaire. La manière de résoudre la dette telle qu'elle est posée dans le discours dominant, c'est on réduit les dépenses sociales. On réduit les dépenses sociales. Vous voyez, par exemple, là, on met la question des retraites sur la table, ça fait 15 milliards en moins. Voilà. On pose jamais la question des ressources fiscales. Jamais. Et d'ailleurs, j'allais oublier mon propos, là, dans la note qui a été envoyée par la dernière note qui a été envoyée par la France à la Commission européenne, perspective budgétaire sur 5 ans, c'est uniquement le rétablissement, donc dans les 5 ans, le retour vers l'équilibre budgétaire se fait par la voie des dépenses publiques et sociales. Il n'y a à aucun moment la question des ressources, la question fiscale n'est posée. Voilà. Maintenant, maintenant on parle. Et j'espère que j'ai été clair. Si j'ai pas été clair, ben voilà, vous me mettez le nez sur mon obscurité. Comment? S'il y a des questions. Allez-y, ne vous gênez pas. Hein. La semaine dernière. Ah. Oui, j'aurais 2 questions. La première question, c'est quel est l'intérêt pour un État européen de financer sa dette par des acteurs privés, puisque avec ce que vous avez présenté, c'est juste une ligne c'est juste une ligne comptable pour la Banque européenne, elle pourrait très bien l'effacer. Donc c'est la première intérêt question. de financer sa dette, oui. Oui, par un acteur privé. Mmh. Et la deuxième question, c'est dans l'économie que vous présentez. J'ai l'impression l'économie telle qu'il existe ignore complètement que la planète est a des ressources limitées. C'est-à-dire qu'on peut créer de la richesse, des billets de banque, mais à un moment, si on n'a plus d'eau, on peut plus acheter d'eau. C'est l'image que j'ai. C'est-à-dire on a des milliards pour acheter de l'eau, mais en fait, il y a qu'une centaine de millions d'euros d'eau disponibles. Donc c'est ça que je n'arrive pas à comprendre dans le capitalisme, c'est cette idée que la planète a des ressources limitées. Par contre, nous, on a une ingéniosité économique tellement importante qu'on peut inventer tout un tas de moyens d'extraire des choses qui n'existent pas ou qui n'existeront plus. Voilà. Je vais venir sur d'abord la deuxième question. Moi, je suis absolument d'accord avec ça. D'ailleurs, c'est les ressources limitées de la planète. Si on parle de transition écologique, c'est bien parce que, à un moment donné, la prise de conscience, elle est que aussi bien sur le terrain émissions de gaz à effet de serre que sur atteinte à la biodiversité, on n'en sortira pas. La mondialisation, l'éclatement des chaînes de production dans les différents pays, ça a contribué à faire naître une économie, et notamment une économie agricole extrêmement intensive, qui détruit les forêts, les ressources en eau, etc., que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Indonésie, que ce soit au Brésil, etc. Donc c'est bien là-dessus qu'il faut revenir. C'est bien pour ça qu'on va parler de transition écologique, de démondialisation, de relocalisation des chaînes de production, etc. C'est bien parce qu'on commence à prendre conscience que notre univers est fini. Et qu'il faut orienter les investissements dans une autre direction. Donc après, toute la difficulté, vous le savez bien, c'est comment on passe d'un système à un autre. Puisque le système dans lequel nous vivons, et qui est en œuvre depuis les années 80, ce qu'on l'appelait le système économique mondialisé, le capitalisme actionnarial mondialisé, il a une puissance phénoménale. Il a créé des centres des coalitions d'intérêts qui sont colossales. Donc voilà, c'est pour ça que je reviens à mon propos de tout à l'heure. Si la seule réponse à ça, c'est une réponse politique.
C'est-à-dire que si nous ne changeons pas les priorités et si nous ne tenons pas la barre des investissements écologiques et sociaux de manière ferme, ça ne se fera pas. Les lois du marché ne le faciliteront pas toutes seules. Et puis dans tous les terrains que je vous ai cités tout à l'heure, que ce soit l'hôpital, même la rénovation des bâtiments, quel investisseur privé va aller s'emmerder à investir dans la rénovation des bâtiments, franchement? Vous en voyez un, vous? Non, moi j'en vois pas. S'il n'y a pas un appui de l'État, etc., il n'y en aura pas. Donc ces investissements massifs, il faut les tenir. Il faut les tenir. Et donc ça, c'est une réponse politique. Mais dans le passé, nous avons des exemples. Qu'est-ce qu'il a fait, Roosevelt? Non, il n'a pas fait que des autoroutes. Il n'a pas fait que des autoroutes. Quand il a été élu, il a fait une politique fiscale et il a fait une politique sociale. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la politique fiscale. Le taux marginal de l'imposition sur les revenus en 1941, c'était 91%. En 44, c'était 94%. Et il a tenu aussi, il a créé les bases de son État social. Il a tenu 3 mandats. Donc il a tenu. Ce qui nous apparaît aujourd'hui, l'État social, comme faisant partie de notre fonctionnement habituel, non, dans ces années-là, non, surtout aux États-Unis. Et donc, la seule réponse, elle est politique, et politique dans la durée. Et c'est pour ça que la question de la dette publique, si on commence à dire, il faut que nous remboursions la dette publique dans les 6 mois, c'est même pas la peine de penser à faire une transition écologique et sociale. C'est même pas la peine d'y penser. Hein. Donc, c'est pas du tout comme ça qu'il faut envisager le problème. J'espère m'être expliqué. Mais je suis absolument d'accord. Mais il n'y a pas d'autre réponse qu'une réponse politique. La difficulté aujourd'hui, c'est que, à part peut-être les États-Unis, la France toute seule est liée à d'autres pays. Elle peut tenir, elle peut impulser, mais elle ne le fera pas toute seule. Donc ça pose toute la question de notre coordination avec d'autres États en Union européenne. Et vous savez que c'est pas facile. Voilà, vous le savez, moi je le sais. On le voit bien, ça sera pas facile. Mais il n'y a pas d'autre issue que celle-là. Mais encore une fois, la réponse là, elle est politique dans la durée. Sur la deuxième question, la première plutôt, pourquoi le financement de la dette publique par un acteur privé? Parce que ce sont les traités. Je veux dire, je crois qu'on en avait un peu parlé la semaine dernière. C'est les traités européens, mais déjà avant les traités européens, dans la plupart des pays de l'Ouest européen, les États avaient interdit, dès la fin des années 70, le refinancement de leur dette publique par la Banque centrale, y compris en France. C'était sous Giscard, je crois. Donc, on ne pouvait pas refinancer notre dette publique directement par la Banque centrale européenne. Et les traités l'ont formellement interdit, les traités européens. Donc, qu'est-ce qui se passe? On revient, mais j'en profite pour le redire. Donc, les États, à un moment donné, quand ils ont un déficit public, ils émettent des bons du Trésor, et les bons du Trésor, ils doivent se les faire acheter, ils doivent trouver des acheteurs sur les marchés financiers. Ces acheteurs, ce sont les fonds de pension, ce sont les grandes banques, ce sont les fonds d'investissement, etc. Et donc, et vous voyez bien le poids, du coup, le poids de ces marchés financiers sur la dette des États. Et vous l'avez vu de manière extrêmement visible au lendemain de la crise financière de 2008, puisque la Grèce était obligée, à un moment donné, d'emprunter à des taux qui étaient de 12-13%. Comment voulez-vous qu'un État tienne avec des taux d'intérêt de ce type? Ben oui, ça c'est la contrepartie lorsque une dette est remboursée elle doit être remboursée uniquement par les marchés financiers. Et ça, c'est l'état des traités. Alors, quand la Banque centrale laisse faire, comme après 2008, nous allons à la catastrophe. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Hein. Et en plus, on en a rajouté puisqu'on a conclu un traité en 2012 qui imposait un retour dans les 2 ans aux équilibres budgétaires. Donc là, la Banque centrale n'a pas été du tout dans le sens d'un accommodement du système. Quand on a une banque centrale, comme depuis 2 ans, qui intervient, cette question, à la limite, elle est secondaire. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est secondaire, pourquoi? Parce qu'à partir du moment, là
là on joue un peu les jésuites, hein. Les traités interdisent aux banques centrales de racheter directement des titres de dette, je l'ai expliqué tout à l'heure, mais ils n'interdisent pas de la racheter sur le marché secondaire, c'est-à-dire une fois la dette souscrite par tous les acteurs financiers. Donc, on se camoufle. Hein, bon, c'est un gros jeu de dupes, mais vous voyez, mais la contrainte, c'est qu'on est dépendant totalement de la politique de la Banque centrale européenne. Quand c'est après 2008, ça sert pas les intérêts des différents des États. Quand c'est depuis 2020, ça la sert. Et c'est pour ça que je posais tout à l'heure la question d'une réforme du mandat de la Banque centrale européenne pour que les objectifs écologiques, sociaux soient des objectifs de première zone et non pas des résidus. Aujourd'hui, même si l'inflation va être un problème et est un problème dans les mois qui viennent, elle est liée à des circonstances particulières et elle ne doit pas nous empêcher, en tout cas, de nous engager dans la voie de cette transition écologique et sociale, puisque, enfin, je ne veux pas du tout être alarmiste, mais on sait très bien que là, on est quand même, voilà, depuis le temps qu'on en parle, on voit bien qu'on arrive au bout du bout, quoi. Donc, cette question-là, elle ne doit pas simplement, pour moi, dépendre, la question du taux d'intérêt, etc., de la décision d'un conseil de gouverneurs. Là, il y a quelque chose, vous le sentez bien, là, pour moi, il y a un problème. Hein. Et donc, je pense que, compte tenu de ces urgences, il serait très bien que, dans ces décisions, le conseil des gouverneurs soit accompagné par, je ne sais pas, vous l'appelez comme vous voulez, un conseil du crédit avec des membres du Parlement européen, peut-être des parlements nationaux, mais pas seulement le conseil des gouverneurs. Voilà. Voilà. Hein, qui sont les conseils du gouverneur, c'est que bien sûr, c'est que des banquiers. Et donc, qui ont quand même, quand on les entend parler, que ce soit l'un ou l'autre, même ceux qui paraissent les plus souples à un moment donné, bon, ils ont une vision particulière de l'économie. Voilà, Oui, quand vous avez parlé de la politique de santé de l'hôpital, vous n'avez pas parlé de la politique de santé de ville. Or, on sait par exemple que, d'après toutes les études, 70% des généralistes vont partir à la retraite d'ici quelques années. Bon, on disait, ils compenseront, il faut qu'ils aident l'hôpital à être allégé. Mais actuellement, quelqu'un qui n'a plus de généraliste n'en trouve pas. Non, je sais. Hein? Encore ici, on n'est pas trop mal pourvu. Mais... Oui, mais même sur Aix, vous ne trouvez pas de généraliste. Hein. Bon, mais c'est pareil, vous avez mal à une dent, bon, vous avez 2 mois et demi d'attente. Pour tout. Hein, l'ophtalmo, c'est pareil. Donc, la politique de santé, c'est l'hôpital, mais c'est aussi la médecine de ville. Oui. Hein? Alors, oui, mais... je suis d'accord totalement avec vous, mais et la politique de santé, c'est une politique globale. Si vous voulez, dans un exposé comme celui-là, on ne peut pas tout aborder. J'ai voulu prendre des points que je jugeais un peu exemplaires. Quand j'ai parlé de tournant, sur les plans de relance, France, Europe, sur le Ségur de la santé, je voulais mettre en lumière un certain nombre de décisions politiques qui montraient qu'à un moment donné, il y a quand même eu une prise de conscience des nécessités de l'heure qu'on refusait de voir jusqu'à maintenant. C'était ça mon objectif. Mais en même temps, je vous ai montré aussi que ces politiques, elles n'ont de sens que si elles sont poursuivies dans le temps. Et donc là, j'ai traité de la question de l'hôpital parce que c'est celle à la fois qui a été traitée par le Ségur de la santé, et puis c'est celle qui est apparue, disons, la plus emblématique au moment
au moment de la crise sanitaire. Au moment de la crise sanitaire, on a vu de manière avec une loupe grossissante par rapport à tout ce qu'on entendait avant, avec une loupe grossissante, les failles de notre système hospitalier. On a vu les failles de ce système hospitalier. Et donc, c'est pour ça que je voulais m'en saisir. Donc, il y a eu une prise de conscience, il y a eu une première réponse, mais cette première réponse, elle est, comme pour les plans de relance, elle est à poursuivre et à amplifier. Sinon, on aura mis à un moment donné une petite pastille pour éviter une grosse fuite, et puis ça sera tout. Et on le voit bien que c'est très loin d'être suffisant, je l'ai dit tout à l'heure, on n'arrive pas à recruter. On n'arrive pas à recruter. Donc il y a bien à un moment donné quelque chose, quand on n'arrive pas à recruter, c'est qu'il y a une carence quelque part. Hein? Oui, ben oui. Oui. On n'arrive pas à recruter pas seulement des médecins, des infirmiers, de tout. Hein. Tous les... Pardon ? Il y a des jeunes qui ont arrêté leurs études parce qu'ils ne peuvent pas être médecins. Oui. Parce qu'il y a un cursus. Je sais. Donc c'est des conseils des médecins qui Oui. Mais c'est ça. Là, on rejoint la question de la médecine de ville. Et vous voyez, là, il y a une réforme des études médicales qui est en cours, mais la réforme des études médicales, elle aura un effet dans 10 ans. Et là, on paie des politiques qui sont conduites depuis 20 ou 25 ans dans le domaine de la santé. Et oui. Donc, et parce que la question de la médecine de ville comme la question de l'hôpital, elle n'est pas posée d'aujourd'hui. Hein. Le nombre de manifestes qu'il y a eu, etc., pour dire attention, on court à la cata, c'est pas d'aujourd'hui qu'on le tient. Sauf que là, bon, il y a eu à un moment donné des circonstances qui ont mis totalement en évidence ces questions-là, et on n'a pas pu les détourner plus longtemps. Mais la réponse, et la question des déserts médicaux, elle sera pas résolue comme ça d'un coup de baguette magique. Hein. Et là, vous voyez bien, à un moment donné, ça rejoint mon propos. Quand les investissements ne sont pas faits par des soucis de logique strictement budgétaire, etc., eh bien c'est 15 ans, 20 ans après que vous en payez le prix et que vous continuez à en payer le prix. Et donc, je veux dire, ça plaide complètement à mon propos. Aujourd'hui, sur les questions écologiques et sociales, il faut pas passer à côté. Il faut absolument investir, et la question de la dette, ça, elle se résoudra pas non plus d'un coup de baguette magique en disant on va retourner dans les 6 mois aux équilibres. Ça, c'est du pipeau parce qu'on fera pas les investissements et on remboursera pas la dette. Bonjour, moi j'ai une question un peu naïve de débutante, mais j'ai bien compris le reste. Hein. Mais je savais pas que la dette publique pouvait être rachetée par des fonds privés ou par la BCE. Comment ça se passe concrètement ? Comment on peut racheter une dette ? Quelque chose qui n'existe, qui est en négatif. Enfin, c'est peut-être un truc de comptable, je sais pas. Mais les États, quand ils ont un déficit, oui. Ok ? Les États, quand ils ont un déficit, ils émettent des bons du Trésor pour financer leur déficit. Quand la France a un déséquilibre entre ses recettes et ses dépenses budgétaires, elle émet des bons du Trésor. Oui. Tous les États émettent des bons du Trésor pour financer leur déficit. Et donc, ils les offrent à la souscription. Ils les offrent à la souscription. Donc, qui souscrit des bons du Trésor de l'État français ? Ben, par exemple, les compagnies d'assurance vont souscrire des bons du Trésor parce que dans le portefeuille des investisseurs financiers, il est de bonne politique de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, pour parler très simplement, donc de ne pas investir seulement dans des activités certes très lucratives, mais aussi très risquées. Donc on va avoir une partie de son portefeuille stabilisée avec des bons du Trésor, par exemple.
Donc toutes les grandes banques, les compagnies d'assurance, les fonds de pension américains, tout ce que vous voulez, vont souscrire les bons du Trésor des États. Et quand vous êtes simplement sur ce marché-là, toutes ces compagnies d'assurance vont d'abord souscrire des bons du Trésor émis par des États qui inspirent confiance. Donc c'est pour ça que dans une période de crise comme par exemple 2008, entre l'Allemagne qui émet des bons du Trésor pour financer son déficit et la Grèce, pour un investisseur financier, il n'y a pas photo. Parce qu'il y a une assurance avec l'Allemagne, vu son activité économique, vu son système fiscal, que cet investissement sera remboursé, etc. Alors que la Grèce, il y a des doutes, à la fois parce qu'il y a une faiblesse d'activité, puis parce que ceux qui sont censés payer des impôts en Grèce ne les payent pas en Grèce. Je vous l'ai expliqué la semaine dernière, par exemple les armateurs. Donc, ça veut dire que pour un investisseur, choisir la Grèce, c'est pas, si vous voulez, d'un très grand intérêt. Donc voilà, chacun des États émet des bons du Trésor qui sont souscrits dans le monde entier. Voilà. Et donc, vous voyez bien que les taux d'intérêt vont être différents selon le profil de l'État émetteur. Bien. Une manière de réduire ces différences de profil des États émetteurs, eh bien, c'est de racheter des dettes, de dire, c'est ce qu'a fait la BCE depuis 2 ans, je rachète les dettes aussi bien de la France, de l'Allemagne que de la Grèce, donc ce qui, à un moment donné, fait tomber les taux d'intérêt, puisque la Grèce n'aura plus à chercher très loin ou à augmenter ses taux d'intérêt pour faire souscrire ses bons, puisque la Banque centrale a décidé de les lui racheter sur le marché secondaire, c'est-à-dire une fois qu'ils ont été déjà achetés par les banques. Donc vous voyez, ça fait plof, ça fait tomber les taux d'intérêt. Et c'est ça l'intérêt d'une politique interventionniste comme elle l'a été. Le seul problème, c'est qu'on n'a aucune certitude que cette politique-là, qui est favorable à l'investissement, soit maintenue dans la durée. D'où la question que je reposais du mandat de la BCE et que les États et les citoyens, donc finalement derrière les États, doivent s'en mêler. Voilà. Est-ce que ça répond à votre... Non, elle a toujours... elle a remonté la pente. Non, la pauvre Grèce a été malmenée. Elle n'a pas récupéré encore... Elle n'a pas encore récupéré, la Grèce, son niveau d'activité antérieur à la crise de 2008. Vous voyez l'hémorragie que ça a créé. Mais aujourd'hui, là, dans la dernière crise sanitaire que nous avons vécue, elle n'a pas été maltraitée puisque la Banque centrale européenne a racheté aussi des titres grecs, et donc ce qui a permis aussi à la Grèce d'affronter la crise sanitaire dans des bonnes conditions. Voilà. Bon, mais vous voyez à la lumière, là, on a la chance entre guillemets d'avoir à 10 ans, 10-15 ans d'intervalle, deux crises de nature très différente. Hein. Une crise financière en 2008 et une crise sanitaro-économique en 2020. Eh bien, on peut mesurer là le dégât ou l'appui d'un certain nombre de politiques. Voilà. Là, on n'a pas besoin de reculer 50 ans en arrière. On les a quasiment... En 10-15 ans, on a un instantané de l'éventail des politiques économiques possibles. Donc on peut voir celles qui sont profitables, finalement, sur le long terme. Vous voyez que ce que je disais tout à l'heure, entre le court terme et le long terme. En 2012, avec le traité, on dit il faut revenir dans les 2 ans à l'équilibre budgétaire. Moyennant quoi, tout le monde réduit ses dépenses. Et comme les États sont clients les uns des autres, ils rajoutent leurs problèmes les uns aux autres. Donc on a un recul de l'ensemble des activités dans l'Union européenne. Là, on a un appui des banques centrales, on a des politiques de relance, et de suite, l'activité s'améliore. Voilà. Mais on a, à un moment donné, privilégié là une orientation de moyen-long terme à une orientation de strict court terme. Oui, mais vous comprenez bien qu'à un moment donné, quand on dit à un État, vous devez revenir
vous devez revenir à l'équilibre dans les 2 ans, eh bien, vous allez vendre vos bijoux de famille. Ben oui, c'est ce qu'elle a fait. Elle le pirait, par exemple. Oui. La question, c'était justement pour revenir au problème purement économique. Quel est l'intérêt, justement, de conserver un système de financement par du privé pour des États? C'est vraiment une question vraiment Oui, mais plus que politique. C'est la même question Ben oui, qui c'est a ça. été posée tout à l'heure. Mais vous voyez, et ça dit beaucoup de choses du monde dans lequel nous vivons. Ça dit beaucoup de choses du monde dans lequel nous vivons. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, par nature, les États, donc les citoyens, ne sont pas des individus majeurs, parce que si on leur laisse les coups des franches, ils vont faire que des conneries. Ils vont faire déraper les déficits, etc. Alors que, si on donne ces responsabilités-là aux financiers, eux, ils savent gérer une dette. Vous voyez, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est bien pour ça que le biais a été pris à un moment donné de l'histoire, de dire ce n'est pas possible que les États continuent à financer leur dette par leur banque centrale. On a dit non. Ils doivent se financer sur les marchés parce que ça va les tenir. Ça veut dire que s'ils dérapent, les taux d'intérêt vont augmenter et ça va les rappeler à la raison. Et donc ça induit dans notre fonctionnement, dans la tête, vous voyez que c'est omniprésent d'ailleurs dans le discours. On n'arrive pas à se sortir de ça. C'est-à-dire que les États sont dépensiers par nature, etc. Mais non, ils ne sont pas dépensiers par nature. Les États, ils répondent à leurs citoyens. Voilà. Les financiers répondent à leurs mandants qui cherchent à avoir un rendement du capital investi. Mais oui, mais ça veut dire qu'à un moment donné, il faut faire évoluer un certain nombre de règles au niveau européen. Donc je reviens à la question qui est une question pour moi essentielle, mais c'est pas une question que je me pose en tant qu'économiste, je me pose comme citoyen. C'est que les règles européennes, elles sont faites pour évoluer, et elles sont faites pour évoluer, mais toute la difficulté, on le mesure chacun de nous quand on y réfléchit un petit peu, toute la difficulté, c'est qu'on est 27 États membres. Et comment on avance à 27 États membres avec des règles qui sont aujourd'hui de l'unanimité fiscale et sociale? Donc, moi, alors là, en tant que citoyen, plus en tant qu'économiste, je pense qu'on ne pourra avancer que si on est un petit groupe qui décide, j'en sais rien, mais qui se met d'accord pour dire, voilà, on investit, on se donne telle politique fiscale, telle politique d'investissement, etc. Et puis ceux qui veulent nous rejoignent. On les exclut pas, mais à 27, je ne m'imagine pas que des règles aussi compliquées aujourd'hui et qui sont un petit peu une espèce d'impensé, quoi, que vous posez d'ailleurs, le mandat de la Banque centrale européenne, la question des équilibres budgétaires et du devenir des traités aujourd'hui suspendus. Ces questions-là, je ne m'imagine pas que nous arrivions facilement à nous mettre d'accord à 27. Voilà. Là, je vous le dis, mais et on va y être confronté dans les mois qui viennent. Comment ? Peut-être. Mais honnêtement, je pense que ça a des chances de changer s'il y a un petit groupe d'États qui avance. Voilà. Qui avance parce que je crois qu'à 27, ça sera extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Oui ? Pardon. Oui. Oui, l'autre question, c'était, je pense que, c'est une autre manière peut-être de formuler la question qu'a posée monsieur, auquel vous avez répondu, sur la différence entre la facilité d'avoir des financements, justement, et la limitation de la planète. Alors, est-ce que ça peut pas s'exprimer de cette manière-là comme étant la limite de la croissance?
Alors que maintenant, on nous dit que si on veut limiter le chômage, si on veut avoir une économie florissante et satisfaire aussi bien les besoins publics et les besoins de l'économie en général, il faut de la croissance. La croissance, c'est la condition sine qua non du développement de la société, de la limitation du chômage essentiellement. Oui. C'est une question. La question, enfin, si on la prend, disons, d'un point de vue général, je pense que, à mon avis, on va pas trop s'en sortir. Écoutez, j'ai tendance à penser que tout simplement, il y a un certain nombre d'activités qui doivent se développer et il y en a un certain nombre qui doivent régresser. Voilà. Et même, par exemple, vous voyez, regardez, prenons au sein même d'un domaine particulier qui est celui de l'agriculture. Eh bien, il faut absolument passer, et ça ne sera pas simple, d'une agriculture intensive à une agriculture, on l'appelle comme on veut, raisonnée, bio, tout ce qu'on veut, mais c'est une absolue nécessité et c'est un domaine extrêmement important. Donc, il va bien falloir faire décroître la production d'engrais chimiques, de pesticides, etc. Et par contre, faire naître une autre manière de gérer la production agricole. Donc, vous voyez, c'est une espèce de bifurcation à un moment donné. Il y a des activités qui vont décroître, voire disparaître. Je pense qu'à terme, les engrais chimiques, les pesticides vont disparaître. Donc, la production de ce type d'activité va disparaître. Et par contre, d'autres vont naître. Et c'est pour ça que... Et celles qui vont naître, on ne les connaît pas toutes encore. Et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur l'importance des investissements dans la recherche, y compris sur le terrain agricole. Et quand j'ai commencé mon propos en disant, comme symptôme, le fait que la France n'ait pas été présente sur le terrain du vaccin, et que je le lis à l'insuffisance des dépenses de recherche-développement dans le domaine de la santé, dans ce domaine-là, où, au niveau simple du ratio montant des dépenses de recherche par rapport au PIB, nous sommes inférieurs à un certain nombre de pays voisins. Eh bien, si vous ne faites pas de recherche, vous n'avez aucune chance de découvrir les nouvelles activités qui vont répondre aux besoins de demain. Donc, c'est bien sûr que vous n'êtes pas gagnant à tous les coups quand vous faites un budget de recherche. Mais si vous n'en faites pas, vous êtes sûr d'être perdant. Donc voilà, moi, ma réponse, c'est une réponse de ce type, c'est-à-dire qu'il faut, et quand je dis il y a des investissements économiques, sociaux à mettre en avant, ça veut dire qu'il y a d'autres types d'activités qui vont décliner. Et comme tout se tient, je dis que c'est pour ça qu'il faut aussi absolument tenir ce bout-là de la chaîne, les activités qui vont décliner, ça ne doit pas se faire au détriment de ceux qui, aujourd'hui, travaillent dans ces activités. Parce qu'alors là, si eux, on les laisse tomber complètement, il n'y a aucune chance que la transition se fasse, et puis c'est un mépris profond pour ce qu'ils ont représenté dans le passé. Donc il faut absolument veiller à ce que cet accompagnement-là, il existe aussi. Vous voyez après on discute, ça n'arrête pas. Hein. Bon, il faut fermer. Merci. Merci à vous. Hein.